Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bamako, Genève, trois villes, trois centres d'intérêt au cœur du D12 de ce dimanche 2 août 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Pyramide FM. Il y a un an, le Togo se faisait auditionner à Genève, en Suisse, par le Comité contre la torture des Nations Unies. Au rapport des autorités togolaises se sont joints et le rapport alternatif de la société civile, puis les recommandations des experts. L'objectif principal de ces recommandations visait l'amélioration des questions des droits de l'homme en général et celles concernant la torture en particulier au Togo. Que sont devenues ces recommandations saluées en leur temps par les défenseurs des droits de l'homme? Le cas de la prison civile de Lomé a-t-il connu des avancées? La torture a-t-elle reculé dans le pays? Présente en juillet 2019 à Genève, la Commission nationale des droits de l'homme s'est voulue indépendante. Elle vient de rendre public son rapport à la suite d'une intervention de la police suivie de morts d'hommes dans la zone portuaire à Lomé. La CNDH n'a pas donné sa caution à la version officielle, mais pour autant a-t-elle permis de connaître la vérité? La vérité, voilà l'un des principaux soucis dans le pays. La vérité, par exemple, sur le retard dans la livraison de l'hôpital Saint-Péregrin à Lomé. La vérité sur les commandes des produits pétroliers au Togo. En vérité, la vérité n'est-elle pas une question des droits de l'homme? Ce samedi, les hommes et les femmes du Togo ont été appelés à manifester. La dynamique Podjo à l'appel des manifestations ne figure pas dans le registre du ministère de l'administration territoriale selon une note signée de Paya Doa Boupessi. La liberté de manifestation au Togo n'est-elle pas sur une pente descendante? Ailleurs, on manifeste, même bruyamment comme au Mali. Les manifestants maliens sont restés droits dans leurs bottes. Ils ne veulent plus d'Ibrahim Aboubacar Keïta à la présidence, ni même de Boubou Sissé à la primature. Le Mali est en souffrance. Aux revendications djihadistes sont venues se greffer celles des politiques. La solution de sortie de crise au Mali appartient-elle toujours aux Maliens ou viendra-t-elle de la CEDEAO? Au sein de la communauté ouest-africaine, toute accession au pouvoir par la force n'est plus une option partagée. C'est pourquoi, par exemple, en Côte d'Ivoire, on s'active à élire en octobre prochain un nouveau président de la République. Alassane Ouattara, sur le départ, est instamment rappelé par ses soutiens à revenir. Comment comprendre que l'époque des hommes providentiels reste encore si active sur le continent? En Ouganda, le providentiel Yoweri Museveni est candidat pour un 6e mandat. Les mandats présidentiels africains est-il réellement à relever le niveau de vie des femmes africaines? Vendredi, leur sort a une nouvelle fois préoccupé l'ensemble de la communauté internationale. Femmes noires, femmes fragiles, femmes en difficulté, mais pourtant mères, comment faire pour décider les hommes à comprendre enfin leur situation? C'est le président du panel Watch, Maître Sylvain Ato-Mensan, avocat au barreau de Lomé, ancien membre de la CNDH, qui est notre invité, le D12, au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Maître, bonjour. Bonjour, mon cher ami Pierrot. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Nous allons parler d'abord de la célébration de la journée de la femme, puisque nous avons vu une affiche sur laquelle vous avez été rapporteur d'un panel de personnalités africaines. Racontez-nous comment cela s'est passé. Merci. Je voudrais profiter de votre antenne pour encore une fois saluer les femmes africaines pour tout le combat qu'elles mènent depuis les indépendances, même avant les indépendances, pour pouvoir se rétablir dans le corpus associatif et dans le mouvement d'émancipation de toutes les femmes du continent. Eh bien, le webinaire que nous avons organisé dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme africaine a connu un grand succès. Et en cela, je profite de votre antenne pour remercier le représentant résident du PNUD, M. Dia, qui a fait un véritable plaidoyer en faveur de l'autonomisation de la femme togolaise et de la femme africaine. Et mes remerciements également et félicitations à Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme, de l'alphabétisation, qui s'est impliquée, et l'ensemble des panélistes, notamment son Excellence Madame Catherine Samba-Panza, présidente de l'OPALEF, ancien chef d'État de transition de Centrafrique, et toutes les intervenantes qui ont su planter le décor et permis à de nombreux participants de comprendre les ressorts de la femme, de l'entrepreneuriat féminin en Afrique et comment il doit évoluer par rapport aux nouvelles contingences et surtout à la nouvelle situation créée par la pandémie du Covid.
Quand on vous écoute, on se demande si on doit rire ou pleurer, puisque quand vous évoquez le mot de l'autonomisation de la femme, c'est un mot qui revient à chaque édition. Finalement, on ne sait pas si tout ce que vous faites produit des effets. En fait, le combat des droits, le combat pour les droits de l'homme et particulièrement le combat pour le rétablissement de la femme dans ses droits est un combat sisyphien. On remet chaque fois l'ouvrage sur le métier parce que vous savez, il y a beaucoup de contingences, il y a beaucoup de pesanteurs, il y a beaucoup d'adversité sur ces problèmes-là. La problématique des droits de l'homme, nous allons l'évoquer tout à l'heure. Ce sont des pesanteurs et surtout quand il n'y a pas de volonté politique affichée et une affirmation claire en faveur de la promotion de la femme et qu'il y a des discours lénifiants ou des discours hypocrites pour se donner bonne conscience, on reviendra sur les mêmes sujets tant qu'on n'aura pas obtenu un certain nombre d'avancées notables. Quand vous prenez la question de la parité, par exemple, la parité a été intégrée dans beaucoup de textes en Afrique, dans beaucoup de constitutions, dans beaucoup de règlements, de règles en Afrique, mais elle n'a jamais reçu son application intégrale parce que soit d'abord les femmes elles-mêmes, elles ont du mal à s'approprier les espaces de liberté qu'on leur a accordés, notamment la parité, notamment l'autonomisation, notamment le leadership, et pourtant quotidiennement elles jouent ce rôle, pourtant quotidiennement elles sont au devant de la scène. Eh bien, il y a également les réticences même des hommes. Et comme l'a dit pendant son intervention, le représentant résident du PNUD au Togo, M. Dia, il faut que désormais les hommes participent et s'engagent pour l'autonomisation et le leadership féminin. C'est ensemble que nous allons conduire le processus et réussir le processus d'émergence en Afrique. On ne peut pas laisser 50% de la population africaine sur le chemin et partir et vouloir créer les conditions d'une émergence et du développement en Afrique. Ce n'est pas possible. Il faut que nous nous mettions ensemble avec les femmes. Il faut que les femmes gagnent la bataille de l'autonomisation et qu'ensemble nous gagnons la bataille, la guerre contre la mondialisation qui nous dépaisse, qui nous avilit, qui nous acculture. Et les femmes en premier. Donc il faut tout cela qu'on se mette ensemble pour gagner ce combat. Quand vous évoquez la mondialisation, je rappelle qu'à part le 31 juillet qui est consacré à la journée de la femme africaine, il y a par exemple le 8 mars oui, qui est la journée de la femme tout court. Mais pourquoi avoir décidé spécifiquement de consacrer une journée aux femmes noires? En fait, c'est en 1962 qu'un mouvement de femmes s'est réuni en Tanzanie pour pouvoir planter le décor parce qu'on s'est aperçu que pendant les luttes pour l'indépendance, beaucoup de femmes se sont investies sur le terrain, beaucoup de femmes ont apporté leur contribution pour que la plupart des États africains gagnent leur indépendance. Et donc, lorsque les nouveaux États sont nés, il fallait trouver des groupes de pression sociaux qui pourraient accompagner les nouveaux régimes. Et très rapidement, les femmes intellectuelles, sous la férule d'une femme, Mme Traoré, ont réussi à organiser cette conférence de Tanzanie pour qui a acheté sur les fonds baptismaux cette conférence des femmes africaines qui a évolué en 1974, qui a créé et donc ce conseil africain des femmes africaines et qui a mis en place la JIFA, qui est la Journée internationale de la femme africaine. Votre question me permet de dire qu'il ne suffit pas de consacrer des journées à des thématiques comme la femme, comme l'enfant, comme la torture, comme la protection du droit de propriété ou comme les défenseurs. Il faut quotidiennement que ces thématiques-là préoccupent nos dirigeants, qu'on les intègre dans les programmes scolaires, dans les programmes de développement, dans les programmes politiques. Il faut que les programmes, les budgets que nous votions dans nos pays mettent en évidence ces valeurs-là, ces paramètres qui sont extrêmement importants pour que nous puissions vraiment décoller. Donc nous avons dit dans nos recommandations, dans le discours de Mme Catherine Saba-Panza, de faire en sorte que cette journée soit une journée fériée, payée, pour permettre aux femmes africaines d'honorer leurs combattantes, La fille africaine qui va à l'école connaît plus l'histoire de Jeanne d'Arc que l'histoire de Ravalomanana, connaît plus l'histoire des combattantes européennes et américaines que la reine Pokou, un certain nombre de femmes qui ont combattu. Même il y a des femmes qui sont reines dans nos contrées ici, on ne les connaît pas, on ne les met pas suffisamment en évidence. Mais ce n'est pas spécifique à la femme aussi, parce qu'au-delà de la femme, l'histoire et même des hommes africains ne sont pas très connus. Oui, des hommes africains. Nous sommes sur le débat sur les femmes. Maintenant,
de façon globale, il faut qu'on réécrive nos programmes d'éducation dans nos pays. D'abord, lorsqu'on enseigne aux jeunes en anglais, en français ou en allemand, eh bien, on dit souvent que c'est la langue, dans la langue qu'on a compris qu'on rêve. Pour construire nos rêves, il faut que nous puissions nous exprimer en des thèmes qui nous sont familiers, qui nous sont propres, qui nous sont particuliers. Mais nous ne pouvons pas créer des structures d'enseignement idoines si nous ne réussissons pas à intégrer nos jeunes dans un corpus d'enseignement de nos langues. Quand vous allez au Rwanda, tout se fait en kinyarwanda. Quand vous allez en Éthiopie, tout se fait dans la langue des Éthiopiens. Mais la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest ont à peine la possibilité de créer des programmes d'enseignement dans leur langue principale. Pourquoi ne pas faire en sorte que l'étudiant togolais puisse apprendre en Fula ou en Bambara ou dans une langue qui nous est commune dans notre région ouest africaine, pour que nous puissions intégrer dans nos programmes de développement, dans nos programmes d'enseignement, ce système-là. Donc, si nous parlons de l'enseignement, de l'éducation de la jeune fille, de l'éducation du jeune homme, il faut que nous intégrions l'histoire. On a suffisamment, et aujourd'hui suffisamment perverti l'histoire de l'Afrique. On a de l'histoire de l'Afrique l'image que l'Europe ou l'Occident nous renvoie. Il faut sortir de ces paradigmes-là et créer une histoire pour l'Afrique, rétablir l'histoire dans l'Afrique. Quand M. Sarkozy persiste encore à dire que l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire, c'est lui qui ne connaît pas l'histoire. Puisque l'humanité vient de l'Afrique et a migré vers l'Occident et les autres pays. À partir du moment où nous créons les conditions de faire comprendre au monde entier que nous sommes au début de l'humanité et que c'est nous qui avons commencé l'histoire, on prendra conscience de cela. Et c'est pour cela que je dis aux femmes que les combats qu'elles ont menés pendant de longues années dans l'histoire de nos pays doivent être revalorisés et qu'elles doivent prendre conscience de ça. Qu'elles cessent de se faire des cloche-pieds, qu'elles cessent de se critiquer, de se combattre et de se nuire aux hommes de bonne volonté pour développer notre continent. Parmi vos résolutions, moi je ne les avais pas lues toutes, mais vous avez énoncé quand même la possibilité d'avoir une journée fériée le 31 juillet. Mais en Afrique, on sait très bien que quand on parle d'une journée fériée, on fait référence à la fête. Vous savez aussi que le 8 mars, par exemple, pour certaines femmes, c'est une journée de fête. Donc, je l'ai dit. Si on félicite cette nous l'avons suffisamment dit dans nos recommandations au niveau de l'Observatoire panafricain de leadership. Ça ne doit pas être une journée de fête. Comme je l'ai dit pour le 1er mai, le 1er mai ne doit pas être une journée de fête. Le 1er mai doit être une journée de combat pour les travailleurs. On passe un mois à préparer le 1er mai, qui est la fête des travailleurs. On passe à préparer la fête que de préparer des résolutions pour améliorer les conditions des travailleurs. Et c'est la même chose. Le 8 mars doit être préparé en janvier, à partir de janvier déjà, pour faire la fête, pour faire des pique-niques, pour faire même des discours à la gloire des dirigeants. Mais les femmes ne doivent pas rentrer dans... Elles doivent créer des ateliers. Elles doivent créer des conditions de concrétiser les idées. Au lieu de faire la fête, au lieu de se saouler, elles doivent prendre des résolutions, mener des combats qui leur sont propres, mais également qui sont propres à l'Afrique. C'est cela, les commémorations. Mais on a transformé toutes ces journées-là en occasion de fêtes, en occasion de retrouvailles et de bombasses, de rigolades et de beuveries, ce qui enlève à ces journées particulières, la journée de la contre la torture, la journée du travail, la journée de la femme, le caractère symbolique et militant que ces journées doivent avoir. Je rappelle que Maître Ato Mensah, il est avocat, mais aussi ancien membre de la CNDH. Et cette semaine, la CNDH a surpris dans certains milieux par le rapport qu'elle a produit suite à une intervention de la police. Vous vous rappelez, l'année dernière, à pareil moment, il y a tout ce débat autour de cette intervention de la police dans la zone portuaire. Il y avait eu mort d'homme à la suite de cette intervention. La CNDH a mis une année pour produire un rapport. Est-ce que sur le délai, vous êtes surpris ou pas? Non, je voudrais d'abord rappeler que je suis vraiment surpris que les gens soient surpris de l'engagement de la Commission nationale des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme est une institution indépendante, libre. Même si elle est une institution d'État, elle est chargée de faire la photographie globale de la question des droits de l'homme chaque année dans notre pays sans aucun parti pris. La Commission nationale des droits de l'homme, dans les principes de Paris qu'ils ont créés,
doit pouvoir agir en toute responsabilité, en toute objectivité et en toute liberté. Même si c'est une institution de l'État, même si elle reçoit une partie de son budget de fonctionnement et d'activité de l'État, elle doit pouvoir se démarquer par rapport à l'État. La seule différence que la Commission nationale des droits de l'homme a vis-à-vis des organisations de la société civile, c'est qu'elle n'est pas dans la dénonciation systématique. Elle ne bat pas le pavé pour dénoncer les violations des droits de l'homme. Mais elle sort des rapports. Elle rappelle à l'ordre sur des questions de violation des droits de l'homme. Lorsque la situation des droits de l'homme est préoccupante, la Commission nationale des droits de l'homme interpelle le chef de l'État, interpelle le président de l'Assemblée nationale, interpelle le Premier ministre sur ces questions précises. On va même demander au ministre des droits de l'homme de pouvoir répondre de ces questions-là. Mais si aujourd'hui, la Commission nationale des droits de l'homme a repris toutes les prérogatives qu'on a voulu lui enlever depuis le rapport que nous avions établi quand j'étais à la Commission nationale des droits de l'homme sur les cas de torture dans le procès Pacha, eh bien, les Togolais doivent s'en réjouir. Et il faut féliciter les nouveaux membres, les actuels membres de la Commission nationale des droits de l'homme. D'abord, ce n'est pas du courage. C'est une mission de service public, une mission nationale dont ils sont investis lorsqu'ils acceptent d'y aller. C'est vrai que moi, j'ai critiqué la manière dont la Commission nationale des droits de l'homme a été, enfin, pas critiquée, mais j'ai été assez réservé vis-à-vis de la manière dont les membres ont été désignés, parce que de cette façon, on a peut-être l'impression de voir, s'ils n'ont pas un devoir de remerciement vis-à-vis des gens qui les ont envoyés au sein de la Commission, mais si, de bonne guerre, ils prennent la liberté d'incarner les attributions, les fonctions dont ils sont investis, il faut plutôt s'en réjouir, Pierrot. Vraiment s'en réjouir. Mais ça a fait un an quand même. Il a fallu attendre. Oui, vous savez, j'ai siégé 10 ans à la Commission nationale des droits de l'homme. Les aléas d'une enquête, les circonstances de rassemblement des preuves, d'éléments de preuve, sont parfois difficiles. Même les gens de la famille des victimes que vous voulez protéger, dont vous voulez défendre les droits, sont parfois réticents à vous donner les informations. Ils se cachent, ils ne s'engagent pas. Parce qu'ils ont peur des représailles. Ils ont peur des représailles. Puisqu'on a habitué les gens dans ce pays à des représailles de toutes sortes. Aujourd'hui, on peut se réjouir qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a plus tellement des assassinats, des disparitions forcées comme il y en avait dans le temps. Mais il y a d'autres formes de représailles que vous pouvez vivre, Pierrot. Vous êtes bien placé pour savoir ces représailles. Des représailles économiques, par exemple? Économiques, sociales, fiscales, bien, et judiciaires. Même ceux qui sont là et qui travaillent à la CNDH ou qui sont membres de la engagés, commission. les membres de la commission, est-ce qu'eux aussi, ils ont peur des représailles? Normalement, quand on est membre de la Commission nationale des droits de l'homme, on doit pas, parce que nous sommes couverts par des immunités. Dans le cadre de l'exercice de notre mandat de commissaire à la CNDH, nous avons des immunités. Et lorsque nous travaillons strictement dans le cadre de ce mandat-là, nous ne devons pas être inquiétés. Même 1 an ou 2 ans après notre mandat, nous ne devons pas être inquiétés pour des faits que nous, ou des actes que nous avons commis pendant l'exercice du mandat qui nous est. Je rappelle que c'est un mandat, de défenseur des droits de l'homme dans le cadre d'une institution nationale de défense des droits de l'homme que nous accomplissons. Et nous ne devons pas avoir peur des représailles. Mais vous savez, le Togo étant ce qu'il est, les gens s'auto-censurent déjà. Lorsqu'ils vont dans ces instances, ils se disent, ou bien c'est la famille qui vous rappelle à l'ordre, ou c'est votre entourage immédiat qui vous dit, mais faites attention, ce pouvoir-là, on ne l'affronte pas de cette manière, il ne faut pas faire le... Est-ce que l'objectif, c'est d'affronter le pouvoir quand on est à la CNDH? Non, et je l'ai rappelé tout à l'heure, la Commission nationale des droits de l'homme n'est pas une organisation d'opposition. La Commission nationale des droits de l'homme a 3 fonctions. La fonction de protection et de défense, la fonction de promotion et la fonction de conseil au gouvernement. Sur des questions de droits de l'homme. Par exemple, nous allons parler tout à l'heure des recommandations faites au Togo après l'examen. Eh bien, la Commission nationale des droits de l'homme doit fournir les compétences individuelles et personnelles pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ces recommandations. Sur, par exemple, la question des assassinats que nous avons connus pendant le couvre-feu, dans
dans l'état d'urgence sanitaire, la Commission nationale des droits de l'homme, saisie de ces cas, doit pouvoir se rapprocher des ministres concernés, ou même du président, ou du Premier ministre, ou même du président de la République, pour attirer leur attention sur cette situation et donner des conseils, des consignes, des conseils à l'exécutif et même au législatif pour qu'on puisse prévenir des situations de violation des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme est dans son rôle. Et je rappelle qu'elle n'est pas là à critiquer forcément le gouvernement. Elle lui donne des conseils, même de manière assez rigoureuse, parce que la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et ses membres doivent pouvoir être fermes sur les principes internationalement admis sur les questions de droits de l'homme, sur les standards internationaux qui ont été admis et sur les principes de Paris. La présidente et son groupe doivent pouvoir être fermes et dire ce qui doit être normal, ce qui doit être fait en matière de droits de l'homme. Ne pas porter de gants, mais avoir une certaine façon diplomatique de présenter les choses sans les dramatiser et surtout sans chercher à dire « Ah voilà, votre pouvoir est mauvais, votre pouvoir fait des... » Non. Nous avons constaté qu'il y a eu des assassinats ou des bavures policières à Alvedi. Nous recommandons qu'une enquête soit ouverte et la Commission nationale des droits de l'homme offre son expertise, son assistance pour la conduite de ces enquêtes. Comme nous l'avons fait dans le dossier de Abobli, comme nous l'avons fait dans le dossier des questions de torture, dans les procès Pacha, eh bien, c'est le travail de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous pouvons même demander l'appui des autres commissions, des Nations Unies, ou même des commissions francophones, pour pouvoir nous apporter cette expertise-là et conduire ces enquêtes et donner des recommandations. Et nous ferons, la Commission nationale doit faire le suivi des recommandations issues de son enquête. Est-ce qu'on est dans le cas présent des rapports qui est publié sur l'intervention de la police au niveau de Kenikop? Est-ce que là, on est dans ce cas spécifique où certains voient le verre à moitié vide, vous le voyez peut-être à moitié plein? C'est vrai qu'on n'est pas arrivé à savoir qui sont ceux-là qui ont enlevé les présumés braqueurs, ce qui fait dire par exemple à Svito que le rapport de la CNDH est venu juste pour brouiller les pistes. Bon, chacun a son avis sur la question. Et d'abord, moi, je ne veux ni remplir le verre, ni le vider. Je considère tout simplement que depuis la mise en place de cette commission, c'est l'un de ces faits majeurs. Et chaque fois que je rencontre un membre de la commission, je me pose la question de savoir, parce que la dernière équipe à laquelle j'ai fait partie a plutôt brillé par sa prise de position sur un certain nombre de situations. Parce que nous avons été interpellés dans le cadre des manifestations d'après 2017, et nous n'avons pas réussi à sortir des rapports conséquents. Et même si nous avions fait des démarches vis-à-vis des hautes autorités pour qu'on puisse respecter le droit de la manifestation. Donc si, dans le cadre des faits que vous évoquez, un rapport a été mis en évidence et a permis d'interpeller le gouvernement, c'est déjà une bonne chose. Dans le temps, on ne pourrait même pas le faire, on pourrait fermer les yeux dessus, on pourrait se taire. Donc, c'est déjà un pas qui est fait. Maintenant, la pression doit venir, et c'est là où les organisations de société civile jouent leur rôle, les défenseurs des droits de l'homme jouent leur rôle, c'est de prendre le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, de l'étudier et de relever les éléments dont ils peuvent se servir pour faire avancer le dossier sur le plan judiciaire, ou de demander à la Commission nationale des droits de l'homme d'aller au-delà de ces recommandations et de prendre... Je rappelle que dans des situations où nous sommes en présence de paralysie, nous pouvons donner des conseils aux familles d'engager, de saisir la justice pour cela, pour ces faits-là. Et si la justice ne bouge pas, nous pouvons saisir le ministre de la Justice, on peut saisir le président du Conseil supérieur de la magistrature pour lui dire que sur ce dossier, la Commission nationale des droits de l'homme doit avoir les résultats, c'est-à-dire identifier ceux qui ont commis les faits et de les mettre en justice pour pouvoir les juger.
bien entendu dans le respect de la présomption d'innocence. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport? Parce qu'il y a certains qui applaudissent, qui disent même que la version officielle a été désavouée. Qu'est-ce que vous retenez au final? Je retiens qu'il faut quand même dire que ce rapport a eu le mérite d'être publié et de susciter le débat. La preuve, nous en parlons. S'il n'y avait pas eu ce rapport, on serait toujours dans la critique de la sclérose, de la paralysie de l'institution. L'institution a pu sortir ce rapport-là. Maintenant, vous savez, lorsque vous êtes dans une situation de défense des droits de l'homme et que vous posez des actes, ça peut plaire ou ça déplaît. Alors, si ça plaît aux gens, ils s'y engouffrent, mais n'oubliez pas que les auteurs eux-mêmes, s'ils sont assez puissants, ils peuvent également susciter des mouvements de réprobation contre le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme. Dire que c'est un rapport biaisé, c'est un rapport qui n'est pas objectif. Mais nous avons un existant. Depuis 1 an qu'ils sont en place, c'est la première fois qu'ils sont un rapport de ce type qui suscite autant d'intérêt, négatif ou positif. Mais le rapport a quand même le don de sortir. Maintenant, nous allons le prendre, nous par exemple au Panel Watch, nous allons le prendre, le décortiquer et voir ce que nous pouvons tirer de positif et ce que nous pouvons amener la Commission nationale des droits de l'homme à améliorer. Ensuite, nous devons même accompagner la Commission nationale des droits de l'homme, encore qu'il faille qu'elle soit disposée, parce que depuis quelque temps, quand on est saisi sur des questions qui nous préoccupent, on s'entend dire, voilà, nous avons pris bonne note de vos démarches, nous allons leur donner la suite. Mais il y a des sujets qui requièrent une certaine célérité, qui représentent une certaine urgence, sur lesquels on ne doit pas faire des renvois. On ne doit pas prendre date, on doit pouvoir poser les actes directement pour créer une situation de prise de conscience. Et cela, c'est le travail que nous devons faire maintenant aujourd'hui. Un rapport de la Commission nationale des droits de l'homme n'est pas un document de critique de la politique nationale sur les questions des droits de l'homme. C'est un document d'interpellation et de prise de conscience des pouvoirs publics sur une situation des droits de l'homme donnée. Maintenant, il appartient aux organisations de la société civile qui ont beaucoup plus de métiers sur la question de militantisme et de dénonciation, de prendre ce rapport-là et de lui donner l'ampleur qu'il mérite, afin que les sujets qui ont été mis à jour, qui ont été mis en évidence, afin que les violations qui ont été répertoriées puissent être comprises, puissent être corrigées et que les gens soient rétablis dans leurs droits. Il y a une question de répétition, de récidive qui accoude dans notre pays. Là, on vient d'avoir un nouveau rapport sur une intervention malheureuse de la police. Que doit faire les chefs de l'État, par exemple? Que doit faire le ministre de la Justice dans ce cas précis? Vous savez, la violation des droits de l'homme, sa répétition se nourrit des récidives et de l'impunité. Lorsque les auteurs sont identifiés, surtout lorsqu'il y a mort d'homme, il y a atteinte à l'intégrité physique des gens, et que l'on se tait, et que l'on met le couvert dessus, ça s'amplifie et ça déshonore la nation. Ça déshonore les dirigeants. Nous avons assisté, je l'ai dit sur votre antenne ici lors du couvre-feu, nous avons assisté à des situations de violation des droits de l'homme qui sont restées impunies, ou du moins s'ils n'ont pas encore fini de livrer tous leurs secrets. Et il faut aujourd'hui que l'on puisse donner l'exemple. Nous avons appris que les policiers qui ont tué le jeune homme à Védi sont déférés pour être jugés. Mais il faut rapidement régler ce dossier. Vous avez vu le dossier de la CESTEP, des jeunes filles. Il y a eu une audience spéciale. Pourquoi? Parce que il fallait créer l'électrochoc. Créer dans le milieu scolaire une situation d'indignation. Ce qui a été fait, j'ai été heureux
d'avoir défendu ces enfants, non pas parce que j'étais d'accord avec ce qu'ils avaient fait, mais j'étais pour qu'on leur donne une chance à la vie, en leur donnant une correction, un certain nombre de corrections. Mais ceci dit, je reviens à cette situation, la récidive se nourrit de l'impunité. À partir du moment où on diminue l'impunité, on refuse de cautionner les gens ou de les protéger, ça avancera. Mais pourquoi ça coince? Ça coince parce que l'une des épines dorsales du pouvoir, c'est l'armée et les forces de sécurité. Si on commence à taper dans la masse, on peut la fragiliser. Et là, ça dépend de la volonté politique et de l'engagement du chef de l'État de dire je veux bien que vous me protégez, que vous assuriez mes arrières, mais faites-le au regard des bonnes normes, au regard des bonnes règles, pour que notre pays ne soit pas tout le temps montré du doigt sur ces questions-là. Il faut faire de la pédagogie au sein de la troupe. Et le chef de l'État doit pouvoir prendre la parole sur ces questions-là, faire le tour pour pouvoir expliquer aux gens que nous voulons vraiment que l'armée et les forces de sécurité soient l'épine dorsale de notre pouvoir, mais qu'elles jouent leur rôle de force républicaine. Parce qu'il faut créer dans la conscience de ces gens-là qu'ils sont payés par les contributeurs togolais, qu'ils sont payés par les impôts des Togolais et qu'ils ne doivent pas impunément taper sur les parents de ces victimes ou sur ces gens-là qui payent leur salaire. Ça, c'est important. Voilà pour les conseils que Maître Ato Mensah donne aux premiers responsables et politiques de notre pays. Mais ouvrons cette parenthèse puisque je ne savais pas que vous avez été un des avocats de ces enfants qui avaient fait l'objet ou bien qui a fait l'actualité il y a quelques semaines dans notre pays autour de cette histoire de ces steps. Dans quel état ils étaient quand vous les avez rencontrés pour la toute première fois? D'abord, je signale que ceux qui avaient été à la brigade pour mineurs étaient pratiquement enfermés. Il était difficile d'y avoir accès. Moi, j'avais envoyé un de mes collaborateurs assister celui pour lequel j'étais constitué. On a malproprement rejeté mon collaborateur. J'ai dû saisir la Commission nationale des droits de l'homme et le procureur de la République pour dénoncer cela parce que la Constitution permet à tout instant, à toute personne poursuivie, d'être assisté d'un avocat, et surtout quand il s'agit de la justice des mineurs, un mineur ne saurait être écouté ou entendu s'il n'a pas en présence à côté de lui un adulte ou s'il n'est pas assisté. Si les parents ont choisi un avocat, l'avocat doit pouvoir avoir accès à ça. Ça, c'est d'un. De deux, mais lorsqu'ils ont été déférés, je crois que les enfants, pour la plupart, ont compris la gravité, l'énormité de ce qu'ils ont fait. Et moi-même, quand j'ai regardé ces images-là, j'étais choqué. Parce que, pas seulement parce que ces enfants ont fait ça, mais j'ai eu peur pour le futur de notre pays. Que des enfants se livrent à des actes aussi puérils et de façon aussi aisée, si facilement, ça pose problème. On se demande si les parents ont vraiment leur autorité, si les enseignants ont leur autorité sur ces élèves parce que les faits se sont déroulés dans les enceintes des établissements scolaires. Est-ce que les surveillants, est-ce que les professeurs ont suffisamment un regard de surveillance, de suivi rigoureux sur la vie de ces enfants dans les établissements scolaires? Est-ce que les parents n'ont pas livré ces enfants-là parce que le quotidien était suffisamment important? Mais de façon globale, lorsque nous avons assisté à ce procès qui a duré toute une journée, on a senti ces enfants, dans les yeux de ces enfants, dans le regard de ces enfants, la reconnaissance d'une erreur gravissime, d'une négligence et d'une grave imprudence. Et cela, c'est pour ça que j'ai commencé mes propos par la mondialisation. La mondialisation façonne les gens, et encore plus nos enfants, nos jeunes qui sont plus fragiles et qui sont livrés à toutes ces scènes. On permet, même dans les dessins animés qui étaient dans le temps des moyens d'instruction de nos jeunes enfants, on voit des scènes obscènes et puériles qui heurtent la conscience.
Donc, il y a un travail à faire sur la communication des enfants, sur la prise en charge des enfants dans les milieux scolaires où ils vont, sur l'utilisation du téléphone portable et sur également la responsabilité des parents. Il ne suffit pas de payer 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 pour envoyer son enfant dans une école, mais il faut suivre cet enfant-là, son évolution. Parfois, on assiste à des parents qui disent « débrouille-toi pour réussir, fais ça, fais ça ». Ça pose un problème. Et ça pose un problème même de la moralité de notre société. Il y a une déchéance morale à laquelle il faut rapidement remédier, sinon nous allons perdre la jeunesse, parce que ce que nous faisons, le programme national de développement dont nous faisons la publicité à tue-tête, c'est pour les enfants là. Pour nous d'abord, mais surtout pour les enfants, parce que le Togo que nous voulons construire, ce sera pour la génération future. Bien, merci. Pour ce qui concerne ces enfants, j'espère que la plupart ont pris conscience de la gravité de l'erreur qu'ils ont dû commettre. Il y a un an, et le Togo était à Genève, je l'ai dit tantôt. Vous ne dites pas, mais vous connaissez très bien le mécanisme, puisque vous avez participé déjà dans d'autres cadres à des exercices pareils. Le Togo était aux Nations Unies pour évoquer la question de la tortue. Cela fait un an que cet événement a eu lieu. Pourquoi est-ce que on répète ce type de rendez-vous pour ce qui concerne nos pays? C'est d'abord les conventions, les traités internationaux qui prévoient ce type de rendez-vous périodique pour juger du degré d'évolution des pays sur la question des tortures. Et aucun pays ne peut y échapper à partir du moment où vous avez signé le traité ou la convention sur la torture, vous vous obligez à participer à cet exercice. Et cela, tous les pays s'y conforment. Maintenant, vous dites qu'il y a un an, on a été à Genève, effectivement. Est-ce qu'il y a eu une avancée, d'après le protocole que vous m'avez envoyé? Je ne peux le dire. Parce qu'aujourd'hui, d'autres faits de torture sont venus se greffer sur ceux qu'on a déjà mis au goût du jour. Nous l'avons suffisamment dénoncé sur votre antenne ici, sur les pratiques qui ont eu cours pendant le couvre-feu, sur un certain nombre de faits que nous avons relevés et sur lesquels nous avons interpellé les personnes intéressées. Mais maintenant, est-ce que le travail de prise en compte des recommandations faites au gouvernement togolais a commencé? Je peux le dire, ça a commencé. Des équipes sont mises en place. Mais est-ce qu'il suffit de mettre les équipes en place? Il suffit de mettre des groupes pour travailler sur les recommandations. Il faut qu'on travaille rapidement. Mais comme nous avons nous avons la technique, les moyens de trouver des excuses dans notre pays, on a déjà les excuses des élections qu'on a dû préparer et qui sont terminées dans les conditions que vous savez, avec des revendications de celui qui se dit vainqueur des élections et qui croit qu'on l'a spolié de ses droits et qui s'est retrouvé dans le maquis. Ensuite, malheureusement, il y a le Covid qui est venu aggraver la situation, de telle sorte que cette question est rentrée dans les oubliettes, en attendant de faire face à la situation de Covid, de former un nouveau gouvernement. Vous savez très bien que nous avons eu un débat vendredi entre avocats. Je le dis en passant, c'est peut-être un quatrième pas que je fais en dehors du mouvement. Je reviendrai là-dedans. De toute façon, le chef de l'État n'était pas obligé, constitutionnellement, de démettre le gouvernement, puisqu'aucun texte ne l'y oblige. C'est lorsqu'on fait les législatives et qu'une majorité contraire se dégage qu'on crée une situation de démission. Mais le chef de l'État peut le conduire le même Premier ministre, peut le conduire le même ministre. Ça, c'est une parenthèse. Non, mais en fait, restons un peu sur ce débat-là. Oui. Puisque ça m'intéresse. On sait qu'il s'est passé beaucoup de choses dans notre pays. Le chef de l'État. Comme quoi? Ouais, mais en fait, je vais finir. Le chef de l'État, il a fait un certain nombre de mandats et puis des réformes ont été faites. Le compteur a été remis à zéro. Et cela suppose qu'on commence un nouveau départ. Et ce que vous dites, c'est un peu comme si cela va un peu en contradiction avec l'esprit dans lequel on est. Non, il faut faire attention
de prendre les textes constitutionnels seulement dans l'esprit. Il y a la lettre. Ce que la Constitution prévoit, c'est que le chef de l'État nomme un Premier ministre. S'il est en désaccord avec le Premier ministre, il le remplace. Ou si le Premier ministre démissionne, il le démissionne. Mais dans le cas d'espèce, j'ai cherché le texte et vendredi, on a eu un débat entre avocats. On n'a pas trouvé le lieu où le chef de l'État devait nommer un nouveau Premier ministre. Il suffira pour lui de reconduire une équipe, compte tenu, je l'ai dit aussi sur votre plateau ou sur un autre plateau il y a quelques temps, pour répéter que, vu les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées et la situation que cela a créé, le chef de l'État devait prendre sur lui de sortir de son milieu politique pour créer un autre électrochoc. Et ça, c'est lui seul qui doit le décider. Faire venir de nouveaux visages. Par exemple, vous nommez au ministère de la Communication, ça fera plus jeune et plus nouveau que de maintenir la même personne. Mais je n'ai rien contre celui qui est là. Mais il faut créer l'électrochoc avec de nouveaux visages. Pas les mêmes personnes qu'on voit autour de lui. Ça, c'est d'accord, ça, c'est l'esprit. Et de façon politique, c'est ce qu'on peut faire. Parce qu'on entend les gens dire, mais ça fait... il a prêté serment depuis le mois de mars, depuis le mois de... Non. Ça, c'est un débat juridique. Maintenant, sur un débat politique, je suis d'accord avec vous, avec les situations qu'on a connues, il peut nommer de nouvelles personnes pour changer un peu le visage du pays. Et c'est souhaitable qu'il nomme de nouvelles personnes qui vont mener sa politique autrement et lui donner des conseils sur un certain nombre de sujets sur lesquels les autres sont timorés. Mais légalement ou constitutionnellement, il n'est pas obligé, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Ok, nous venons de passer 45 minutes avec vous et nous allons permettre aux auditeurs d'intervenir également dans le débat. Nous n'avons pas suffisamment évoqué les suites de Genève. On va continuer par l'évoquer sans doute dans un instant avec aussi les préoccupations des auditeurs qui ont l'habitude de nous appeler tous les dimanches. Je rappelle les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. J'ai également un certain nombre de préoccupations, de questions qui sont laissées par les auditeurs qui nous regardent un peu partout dans le monde. Je salue par exemple ceux qui nous regardent du côté de Takoradi au Ghana ou du côté de la Belgique en Europe. Voilà, on me dit qu'il y a un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Mais l'auditeur, est-ce qu'on l'a? Si on ne l'a pas, nous allons quand même en profiter pour insérer une question d'un auditeur qui nous écoute. Lui, il est à Lomé, c'est Claude qui nous écoute depuis Béidi. Voici sa question. Est-ce que dans un état de droit, l'armée devrait être l'épine dorsale d'un pouvoir? Non. Dans un état de droit, l'armée doit être une armée républicaine, une armée qui protège tous les citoyens. Mais c'est la réalité de notre pays et de certains pays qui, je l'ai dit à temps et à contre-temps, qui ont le vernis de la démocratie, mais qui au fond ont du mal à se muer ou à se convertir aux valeurs démocratiques. Et je l'ai encore dit, ce ne sont pas les élections à répétition qui constituent le pilier d'un État démocratique. Il y a d'autres éléments, d'autres ingrédients qu'il faut ajouter. Les élections régulières, d'accord, mais la transparence dans l'État, le caractère civil des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques, des pouvoirs exécutifs, la liberté d'expression et d'une société civile qui pourra apporter le contrepoids, une Assemblée nationale qui fait son travail. Ce sont tous ces éléments-là qui constituent l'État de droit. Mais on s'aperçoit que dans la plupart de nos pays, il suffira de faire des élections. Vous constaterez que dans pratiquement tous les pays, les élections se déroulent. Mais après, il y a des critiques, il y a des dénonciations, il y a des revendications qui aboutissent à des situations où on fait sortir les forces de sécurité pour réprimer les gens. Je suis d'accord avec votre interlocuteur. Ça ne doit pas être cela. Allô? Bonjour. Bonjour, parlez un peu fort, c'est Bozambo, n'est-ce pas? Oui, c'est Bozambo. Ok, allez-y. Ok, bonjour à notre invité. Merci, bonjour. Bonjour. Maître, je voudrais demander quelque chose. Si on a trouvé une richesse dans un pays, c'est les populations qui bénéficient.
ou bien c'est les étrangers qui viennent. Ah, ok. Par exemple, Wassel là-bas, on a trouvé quelqu'un dans notre pays. Mais arrivé au Ghana, le ciment est moins cher. On dit de Togo, le ciment du Togo qui transporte à Cameroun, c'est moins cher puisque on vend pour nous. L'argent qui est sur le ciment, qui rapporte ça, qui ramasse ça. Nous, les problèmes, nous voulons savoir que pourquoi le Ghana, côté, on vend le ciment à 60 000. Quand tu vois que le ciment est très élevé, on vend ça à 60 000. Et Bénin à 63 000. Chez nous, c'est à 80 000. Et la communication aussi, qui peut nous sauver pour nous débarrasser de tout ça, là, monsieur le maître. Souvent, nous. Merci, c'est bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Bozambo. C'est l'un des problèmes de notre pays. Et je l'ai dit également dans des émissions, il se trouvera un moment où nous n'aurons plus de terrain à nous. Je l'ai encore dit à des clients jeudi, où nous brandons notre terre, notre patrimoine aux étrangers. Je l'ai dit à quelqu'un également la dernière fois, si vous avez un procès au Togo contre un étranger, vous avez moins de chances de gagner le procès contre lui. Pourquoi cela? Parce que nous sommes tellement gentils, nous sommes tellement hospitaliers, que nous nous livrons à nos pays. Quand vous allez maintenant dans les environs de Zanguera, de Tchévi et tout, ce sont les Chinois, ce sont les Indo-Pakistanais qui sont en train d'acheter des espaces de terrain là-bas, qui les exploitent. Le gravier est vendu par des étrangers. Même quand vous achetez une voiture aujourd'hui, c'est un Canadien qui fixe le prix. Et cela, c'est important, c'est préoccupant. Le problème du ciment particulièrement, ça pose problème parce que le Togolais aime construire. Mais si le Togolais ne peut pas avoir le ciment à bas prix, alors que le clinker se trouve au Togo, et qu'on va exploiter ça, et qu'il y a des sociétés de cimenterie au Togo, ça pose problème. Et là, c'est le travail des associations de consommateurs dans notre pays. Dans les pays qui jouent sur tous les prix. Mais lorsque on fixe le prix et que l'on se tait, et parce que des gens ont des intérêts dans ces sociétés, dirigées par les étrangers, ça ne peut pas faire. Il faut que les Togolais, ceux qui nous dirigent, comprennent qu'ils sont les représentants du peuple et qu'ils doivent fonctionner dans l'intérêt du peuple et non pas dans leurs propres intérêts. Ces gens, ils ont des intérêts dans ces sociétés et ils sont à l'aise que ces sociétés nous pressurisent pour alourdir leur poche, pour alourdir leur compte en banque. C'est là le problème. Donc vous êtes gêné, on a compris, on a plusieurs interventions qui sont laissées par les amis qui nous regardent. Je vais choisir certaines parce que c'est clair qu'on ne peut pas tout prendre. Que pensez-vous, maître? C'est une question de Malik Aïva. Que pensez-vous de tous ces agents de l'administration activistes des partis qui utilisent leur position pour commettre des actes malhonnêtes vis-à-vis de nos concitoyens au nom du chef de l'État? C'est mauvais. C'est mauvais. J'ai même lu sur un site hier, ce matin, que des gens sont sortis dans la rue hier avec des gourdins et des machettes. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, cela a été démenti. Cela a été démenti, mais c'est mauvais. Le chef de l'État est le président de tous les Togolais. Il semblerait que c'était des jeunes qui étaient engagés pour l'opération Togo Propre. Ok. C'est mauvais parce que le chef de l'État est le président là. Lorsque la compétition électorale se termine et que vous gagnez les élections, vous devenez le président des gens qui n'ont même pas, qui n'ont pas voté pour vous. Et dans la droite ligne des choses, vous devez prendre une partie de ces gens-là avec vous pour composer, pour créer les conditions d'une unité nationale. Donc, les gens, les fonctionnaires qui sont au service du politique du seul parti au pouvoir ne servent pas parce que la fonction publique est une fonction, quand on exerce une fonction publique, c'est une fonction de service public qu'il doit être indépendant. Allô? Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, vous parlez un peu plus fort. Oui, allô, bonjour. Oui, votre nom. Allô. Oui, vous êtes en direct, votre nom. Oui, mon nom c'est Sana Sadio. Oui, allez-y. J'aimerais poser une question relative au rapport de la CNDH.
c'est de demander si l'invité peut nous situer si le rapport dit clairement s'il y a eu une violation des droits de l'homme ou pas. Merci beaucoup. Oui, allez, vous restez à l'écoute parce que j'ai lu dans vos commentaires, vous avez dit que, j'aurais dit quelque part que l'intervention, j'aurais employé le terme intervention malheureuse de la police et que cela vous attriste, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, je n'ai pas compris. Parce que je pense que c'est très tôt de le dire quand la culpabilité ou non de la police n'a pas encore été établie. Je crois que l'invité a à un moment parlé de présomption d'innocence. Oui, mais en fait, ce que vous dites dans cette histoire, il y a eu intervention. Il y a eu intervention ou non de la police? Et il y a eu mort, non? Pas malheureux. Oui, mais en fait, c'est une intervention malheureuse, puisqu'il y a eu mort, même si on ne sait pas, même si on ne sait pas qui a tué. Oui, mais c'est malheureux. Oui, c'est malheureux, ce n'est pas des civils qui sont intervenus. C'est malheureux pour la victime. Non, mais en fait, c'est ce que vous dites, je ne sais pas si je dois vous comprendre, mais vous comprenez ce que je dis. Il est parti, notre ami. Le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme ne doit pas forcément dire qu'il y a eu violation des droits de l'homme, mais doit donner les éléments pour démontrer que la sortie, les faits incriminés ne sont pas conformes aux standards internationaux, aux standards en matière de maintien de l'ordre, en matière de protection des citoyens. Maintenant, parce que si la Commission nationale des droits de l'homme dit ça en ces termes, elle prend une position. Demain, on lui reprochera si les faits, il s'avère que les personnes dont il s'agit ne sont pas auteurs des faits dont il s'agit. D'autres questions à Maître Sylvain. J'aimerais savoir si Maître Sylvain Atoumessan serait-il en mesure de défendre le journal alternatif si Ferdinand Ité le lui demandait le 12 août prochain dans l'affaire Pétrole Gate que vous connaissez. C'est la question de Benoît Cessy depuis Nukafu. Oui, je défendrais bien mon ami Ferdinand, mais j'ai un problème personnel avec son journal. Parce que si un journaliste écrit sur vous il y a 6 mois ou 1 an sur votre profession, en disant que vous êtes militant des droits de l'homme, mais que vous privez un citoyen d'avoir accès à ces indemnisations sans savoir le ressort des dossiers, de ce que... Je défends toujours les journalistes. Il faut demander à Credo TT, qui dirige des journalistes vers moi. Mais je serais mal à l'aise de défendre Ferdinand publiquement sur cette question, parce qu'il ne m'a jamais présenté des excuses sur cet article qu'il a écrit sur moi. Vous avez des problèmes personnels avec lui, carrément. Avec son journal qui a écrit des trucs sur moi que je n'ai pas aimé, ils étaient deux. Loïc Lawson, ayant compris, m'a présenté des excuses, lui ne l'a jamais fait. Donc j'ai été touché personnellement et je crois que je serai mal à l'aise d'aller le défendre. Mais il a mon soutien pour peu qu'il ait les preuves de ce qu'il a dit. Et les Togolais sont indignés par son article, par ce que dit son article. Si c'est vrai, il y a matière, il faut réfléchir vraiment à la gouvernance dans notre pays. Si c'est vrai, je crois qu'il a des avocats qui vont pouvoir le défendre. Et s'il a des éléments de preuve, j'assisterai bien volontiers au procès. Bien, merci. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé, vous êtes en direct, allez-y. Oui, bonjour l'invité. Oui, je voudrais poser la question concernant au moment où notre Assemblée nationale a revu la loi Bozona qui a été modifiée et à la Genève a riposté pour revoir cette loi-là. Au niveau des droits de l'homme au Togo, qui va agir? Est-ce que c'est le peuple qui va sortir dans les rues ou bien les droits de l'homme va intervenir, le gouvernement à revoir la loi et à revoir? Bon, deuxième préoccupation, c'est concernant la CPI avec Laurent Gbagbo. La CPI a dit que Laurent Gbagbo a été acquitté. Et il faut que monsieur n'a rien fait, malgré 10 ans d'emprisonnement, alors que chaque fois, quand monsieur Atoumessan vient à la radio, il dit que
la justice africaine est incompétente, est-ce que c'est la justice internationale qui est incompétente? Et voilà que la justice internationale a arrêté un monsieur qui n'a rien fait. Mais laissez-le et la personne n'a qu'à retourner dans son pays. Quel est le problème? Merci. Bien, merci. Merci, monsieur. D'abord, c'est Pato Messan qui interdit à M. Gbagbo de retourner en Côte d'Ivoire. Et ensuite, Pato Messan n'a jamais dit que la justice africaine est incompétente. J'ai tout simplement dit que la Cour africaine des droits de l'homme n'a pas les outils nécessaires pour s'occuper de ces questions, puisque la Cour africaine des droits de l'homme juge les États et non les individus. Et en plus, sur cette question, pour qu'un État puisse être jugé ou déféré devant la Cour africaine des droits de l'homme, il doit faire une déclaration préalable de compétence pour que les organisations civiles ou les individus saisissent la Cour africaine des droits de l'homme. Très peu de pays ont signé cette déclaration préalable. Or, au niveau de la Cour pénale internationale, il y a des mécanismes qui permettent de juger les individus. C'est tout ce que je dis. Maintenant, sur la première question, s'agissant du droit de la manifestation, c'est tous les citoyens qui doivent utiliser les leviers nécessaires pour se faire rétablir dans ce droit. Nous avons dit sur ce plateau, Pierre nous a déjà reçu, sur ces centaines, que c'était un recul sur la question du droit de manifestation et qu'il faut rétablir la loi Bodiona en faisant un certain nombre d'aménagements. C'est tout. Mais c'est l'ensemble des organisations anti-civiles et les populations qui doivent pouvoir revendiquer cela. Et nous avons assez de leviers. Saisir les députés, saisir les organisations internationales, déférer même le Togo devant la Cour de la CEDEAO pour que la Cour de la CEDEAO apprécie à l'aune des principes internationaux si nous avons un recul par rapport à ce droit, à cette loi. Il y a cette question de Rodolphe Ngorofou par rapport à la dernière élection présidentielle. Il demande si vous reconnaissez la victoire d'Agbemé Kodo. Je ne suis pas là pour reconnaître la victoire des gens. Je suis là pour constater un certain nombre de faits et dire que les élections de février 2020 n'ont pas réglé les problèmes politiques dans notre pays. Personnellement, je ne peux pas vous dire les relations que j'ai avec M. Agbemé Kodo, ni avec M. Faure, ni avec qui que ce soit. Je ne suis pas dans l'endroit politique immédiat, mais je considère que les élections n'ont pas réglé le problème politique de notre pays et qu'il faut trouver des canevas pour le régler et ne pas se livrer à la CEDEAO chaque fois. Comme on l'a constaté au Mali, malheureusement, nous ne pouvons pas parler du Mali. Nous parlerons du Mali, il n'y a pas de problème. Nous parlerons du Mali d'ici la fin de l'émission, il n'y a pas de problème. On a encore une trentaine de minutes devant nous. Ah, d'accord. Il y a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pierre. Oui, votre nom. Oui, c'est Félix Gadafano. Oui, allez-y. Oui, je salue Maître Ato Messan. Bonjour. Oui, bonjour. En écoutant parler de me demande qui c'est réellement monsieur Ato Messan. J'ai senti une transformation. Merci. Et maître, j'aimerais demander comment allons-nous faire pour rentrer dans nos droits par rapport à la manifestation, le droit de manifester. Comment allons-nous faire? Parce que tu ne peux même pas. On te dit que avant que tu ne fasses une manifestation, la manifestation doit débuter de midi ou bien de midi à 18h. Est-ce que c'est normal dans un état de droit? Merci beaucoup. Monsieur, vous avez déjà la réponse à votre question. Et nous l'avons dit tout à l'heure à la question de l'auditeur précédent. Là, il y a eu un recul sur la question du droit de manifestation. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne coûtez pas le même Ato Messan. Moi, je n'ai jamais changé et je ne changerai pas sur les principes qui sont les miens. Et vous savez, j'ai atteint un âge où il y a un certain nombre de choses ne me farouchent guère. Donc, ne me prenez pas sur mes engagements. Ils sont intacts. Pierrot peut en témoigner et d'autres personnes peuvent en témoigner. Je n'ai pas changé, mais je tiens un langage objectif, un langage responsable. Il ne faut pas faire plaisir aux gens et verser je ne sais pas, faire un discours pour faire plaisir aux oreilles des gens. Non.
Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens, mais c'est pour rappeler les règles et les principes. Et c'est ce que je suis en train de rappeler. Maintenant, sur la question de ma manifestation, monsieur, vous-même, vous pouvez sortir et faire des pétitions, créer des mouvements de pétition pour que l'Assemblée nationale rétablisse la loi Bodiona dans sa forme initiale avec des aménagements, s'il le faut. Et nous l'avons dit, le panel Watch considère qu'il y a un recul sur la question du droit à la manifestation. Nous l'avons dit à temps et à contre-temps, et je le redis ici. Maintenant, vous pouvez créer des mouvements de pétition et tout ça pour saisir l'Assemblée nationale et toutes les instances qui vont vous rétablir dans votre droit. Il y a la question de côté Kankoé dit que, par exemple, les défenseurs des droits de l'homme, notamment dans les pays africains, ils sont très mal vus et courent de gros risques. Je ne sais pas si c'est aussi le cas dans notre pays. Bien sûr, on l'a dit, il y a des défenseurs des droits de l'homme qui sont souvent inquiétés, qui sont arrêtés, qui font l'objet d'autocensure, qui sont sanctionnés eux-mêmes. Mais arrêtés au Togo? Arrêtés au Togo? Non, pas arrêtés au Togo forcément, mais il y a des représailles. On en a parlé, on a parlé des représailles au début de cette émission. Ils sont mal vus, et leur famille leur dit de ne pas faire un certain nombre de choses. Et parfois, les représailles économiques, financières et sociales viennent s'ajouter à tout cela. Mais bon, encore une fois, je dis que sur les questions des droits de la première génération, il y a quand même une situation qu'il faut saluer dans notre pays, même s'il faut encore aller de l'avant. C'est sur les questions de la deuxième génération de droits, les droits socio-économiques, que nous sommes réellement en retard. Et sur cela, il faut se battre. Sur les recommandations de Genève, parmi ces recommandations-là, il y a par exemple la nécessité de protéger notamment ceux qui interviennent dans l'espace public, les acteurs politiques, mais aussi les défenseurs des droits de l'homme. Est-ce que vous sentez que sur les 12 derniers mois, la question de la liberté d'aller, de revenir des acteurs politiques et aussi des défenseurs des droits de l'homme, est-ce que sur cette question-là, il y a eu une évolution ou pas? Non, ça stagne. On n'a pas évolué là-dessus, sur cette question-là, parce que il y a des éléments dont il faut tenir compte lorsqu'on apprécie ces questions. Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas un peu fatigués d'être sur les plateaux, de raconter un certain nombre de choses chaque fois et ne pas être entendus? Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas créé des situations de fragilisation? Parce qu'ici, dans nos rangs, des gens s'adonnent à un parti pris politique ou alors à des contentions financières. Est-ce que nous ne créons pas ces situations-là? Et la troisième chose, c'est que nous sommes dans un système où on ne continue pas à voir d'un mauvais œil les militants des droits de l'homme. On se dit, même si les gens disent devant vous, devant Pierrot, non, faites ce que vous voulez, mais il y a toujours un regard reprobateur qu'on a vis-à-vis de ces gens-là. On leur dit, mais vous n'êtes pas fatigués, vous n'avez pas peur, vous ne voulez pas évoluer, vous n'avez pas besoin à 55 ans, vous ne continuez pas à faire des choses, et vos enfants, ils vont vivre de quoi et tout ça. Et on crée cette situation de psychose permanente qui fait que la situation n'a pas beaucoup évolué, même si on n'arrête plus les défenseurs des droits de l'homme comme dans le temps, même si on ne les intimide plus, on ne les cherche pas dans les coins de rue pour leur taper dessus, mais il y a toujours cette situation de peur qu'on crée par le regard reprobateur, le regard indigné. Et d'ailleurs, on vous dit, mais tu veux recevoir Pierrot chez toi? Non, c'est un type infréquentable. Parce que tout simplement, il dit des choses contre les violations des droits de l'homme. Et ça, c'est indéniable. On regarde ça dans nos pays. La question de William et l'homme, il intervient suite à une de vos réponses. Il dit, est-ce que ce n'est pas maladroit de votre part, de la part d'un avocat, de dire qu'il ne peut pas défendre quelqu'un avec qui il a un problème? L'avocat a ce que nous appelons la clause de conscience. Et il n'y a aucune maladresse à refuser de défendre quelqu'un. Je n'ai pas de problème avec Ferdinand. Ce n'est pas un problème. Quelqu'un qui te critique sur des faits qui ne sont pas vrais et pour lesquels la corporation a dit, mais non, mais ça ne doit pas se faire comme ça. Moi, je me rendrai mal à l'aise, je serai mal à l'aise d'aller défendre ce monsieur. Non pas que je ne sois pas d'accord avec ce qu'il dit. J'apprécie beaucoup Ferdinand pour le travail d'investigation qu'il fait. Nous avons besoin des journalistes d'investigation. Il est pratiquement le seul à faire ce travail-là.
Mais moi, personnellement, j'ai la liberté de ne pas aimer qu'on dise du mal de moi. Personne n'aime pas qu'on dise du mal de lui. Et surtout si ce n'est pas fondé. Donc, un journaliste qui écrit mal de toi sur des sujets qui relèvent de ton exercice, l'exercice de ta profession, c'est un travail d'avocat que j'ai fait. Je défends une société contre un individu et on écrit sur moi pour dire que je viole les droits de l'homme de cet individu. L'avocat doit faire son travail. Je dois utiliser les moyens que le droit m'offre pour défendre mon client. Et si c'est cela, une violation des droits de l'homme, je trouve que c'est osé. Est-ce que lui-même, celui qui pose la question, si quelqu'un le vilipende, il va prendre une pancarte pour se mettre devant, pour le défendre? Non, il m'a vilipendé. Donc c'est votre réponse, on a compris. Maître, on va retourner au téléphone pour insérer notre auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. L'auditeur, on ne l'a pas, il est parti. Mais quand on évoque le droit à la liberté, et on sait que depuis quelque temps, le monde est confronté à la Covid-19, est-ce qu'on ne doit pas aussi comprendre les pouvoirs publics, puisqu'aujourd'hui, le débat il est posé même dans les grands pays, il y a un certain nombre d'activistes qui se lèvent visiblement contre ces restrictions-là. Est-ce qu'on ne doit pas comprendre les pouvoirs publics, oui, vouloir protéger la population? Je crois qu'on a dit sur votre antenne ici, que l'état d'urgence sanitaire restreint les libertés, un certain nombre de libertés. L'état d'urgence les restreint. Il faut le comprendre ainsi, ce n'est pas les pouvoirs publics togolais qui l'ont inventé. Dans beaucoup de pays, les libertés d'individus sont restreintes du fait de la pandémie du Covid. Et lorsqu'on était dans le cadre d'un état d'urgence sanitaire, ces libertés-là sont restreintes, notamment la liberté de circulation, la liberté de faire un certain nombre de choses. C'est restreint. Et cela, on le comprend. Maintenant, les autres, les défenseurs des droits de l'homme qui se lèvent contre ces restrictions sont dans leur rôle. Parce qu'il ne faut pas empêcher les gens de vivre. Même si quelqu'un veut aller attraper le Covid, il faut le laisser aller attraper le Covid et vivre. Sauf que s'il attrape le Covid, il va contaminer d'autres personnes autour de lui et ça va créer un problème de santé publique que l'État ne pourra pas gérer, surtout dans nos pays où on n'a pas de structures appropriées pour prendre en charge cette situation-là. C'est la prévention qui est importante. C'est de protéger les individus contre eux-mêmes, contre leur liberté. Ça, on n'a pas à faire un débat là-dessus, surtout dans nos pays où nous n'avons pas les structures appropriées. Et en cela, nous l'avons également dit, il vaut mieux construire un grand hôpital, une bonne clinique, que de construire une brasserie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je l'ai dit. Pendant le Covid, au moment où nous cherchons de l'argent pour construire un hôpital, on devait construire un hôpital, on a cherché de l'argent pour construire une nouvelle brasserie, alors qu'il y en a déjà dans notre pays. Je l'ai dit. Mais ça n'empêche pas les gens d'aller boire. Mais seulement s'ils boivent et qu'ils ont une occlusion intestinale, il faut qu'ils aient une structure pour pouvoir les opérer. Ça, c'est le problème. Il faut chercher à savoir où se trouvent nos intérêts dans l'immédiat et comment nous pouvons les régler. Quand vous parlez d'hôpital ou d'hôpitaux de référence, on sait que l'actualité, c'est aussi cet hôpital Saint-Péregrin qui devrait être normalement mis en route à pareil moment. Et curieusement, cet hôpital a pris du retard, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que vous avez des indiscrétions? Oui, non, je sais que j'ai un fils qui travaille sur ce truc, qui me dit que ça avance sérieusement. Les travaux avancent. Mais vous savez que pendant le Covid, il y a également un souci de faire venir les matériaux et tout ça. Il doit toujours avoir un problème, mais les travaux avancent. Ce qui est bon, il faut le dire. Ce qui est mauvais, il faut le dire. Les travaux avancent, on aura cet hôpital. Maintenant, est-ce que cet hôpital, ce sera pour nous tous ou pour une catégorie de gens? C'est la question qu'il faut se poser. Ce qui est certain, c'est sans doute une bonne nouvelle que de savoir que cet hôpital, selon vous, les travaux avancent. Et on a vu quelques images ces derniers temps. Mais curieusement, ceux qui sont porteurs de ce projet-là ne communiquent pas suffisamment pour savoir si les travaux avancent ou pas. Oui, c'est aussi l'un des talons d'Achille de notre gouvernance. On ne communique pas suffisamment sur un certain nombre de choses. Même sur la riposte de la pandémie, sur la pandémie de Covid, les pouvoirs publics ont posé un certain nombre d'actes sur lesquels il fallait communiquer. On a dit également sur votre plateau ici, pourquoi ne communique-t-on pas tous les jours les cas de guérison, les nouveaux cas
de contamination, les cas de tout ça. Il faut avoir une transparence, Mais une communication transparente. Oui, ça se fait, mais pas comme cela se doit au niveau, ça se fait dans les autres pays. Mais sur la question liée à cet hôpital, c'est vrai qu'on n'a pas d'informations. Il faut se rapprocher des personnes qui travaillent, des personnes qui ont un intérêt pour savoir si ça avance. C'est vrai qu'il faut communiquer, surtout qu'aujourd'hui, il y a eu des critiques acerbes contre le manque d'infrastructures hospitalières dans notre pays. Ça devait être un moyen pour communiquer suffisamment sur l'avancée des travaux. Il y a la question des jeunes à Tigan. Quelle stratégie pour une société civile complètement dépolitisée au Togo? Je salue Eugène Atigan au passage. La stratégie, c'est que ceux qui doivent animer ces organisations se détachent du fait politique. Quand on fait une association de défense des droits de l'homme, on migre forcément vers la politique parce que c'est les politiques qui violent parfois et souvent les droits de l'homme. On est obligé de connaître un peu le fonctionnement de l'État, le fonctionnement politique du pays, mais il ne faut pas être un partisan. Il ne faut pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Par exemple, quelqu'un m'a posé la question de savoir si je pouvais dire que Agboime a gagné. C'est prendre une position politique. Je ne peux pas le faire. Mais en privé, je pourrais vous dire ma position par rapport à ça. Mais dire ça comme ça, c'est prendre une position. Je ne suis pas dans cette posture-là. Et c'est ce que le militant des droits de l'homme doit faire. Ce qui est certain, en privé, tout à l'heure, je vous demanderai qui a véritablement gagné. Encore que je vous le dise. Je vous disais qu'on allait parler du Mali. Il nous reste encore 15 minutes. Il y a eu cette actualité au Mali qui surprend un certain nombre d'acteurs. On sait que le Mali a des soucis au niveau de sa partie nord avec les djihadistes. Depuis quelques semaines, c'est les acteurs politiques qui manifestent bruyamment et demandent le départ pur et simple d'Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend ou pas? Ça me surprend et ça m'a peur. Ça m'inquiète. Parce que le Mali, comme le Bénin, comme le Niger à un moindre degré, étaient devenus les références avec le Sénégal, le Ghana, des références de la région sur les questions d'alternance politique, démocratique. Et cela, la situation que le Mali vit aujourd'hui est une situation assez regrettable et inquiétante dans la mesure où l'État est pris en étau par les djihadistes du Nord et par les manifestations politiques de la capitale. Et cela parce qu'il y a eu un relâchement au niveau de l'exécutif. On a l'impression que le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui fait son second mandat, attend son heure pour partir. Et ce que les populations attendent de lui, ils ne le perçoivent pas. Elles ne le perçoivent pas, elles considèrent que les attentes ne sont pas remplies. Dans un pays où on a fait des promesses de développement, des promesses de bitumage des routes, des promesses de facilitation sociale à des couches défavorisées, qu'on ne voit rien venir. Pendant ce temps, on voit le fils du chef de l'État faire la bombasse en Italie. Ça crée un électrochoc au sein de la population et ça pose un problème. Et donc, c'est assez préoccupant. J'ai un ami qui m'a dit que l'imam Diko est la porte d'entrée du djihadisme au Mali. J'en doute un peu, parce que j'ai lu la constitution malienne en venant à votre émission. C'est une république laïque, même si le fonctionnement de la société est musulman. Je considère que les Maliens ont suffisamment de ressorts et d'instruments pour lutter contre l'installation du djihadisme dans leur pays. On va reprendre la route du téléphone avec les auditeurs qui sont au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Nous reviendrons sans doute sur la question du Mali. Allô? Oui, je voudrais dire ce que Maître dit concernant Ferdinand Issé. Votre nom c'est? C'est celui qui revient. Ferdinand Issé, c'est un journaliste qui t'a critiqué. Mais il a le droit de te critiquer. Donc, si vous êtes un droit de l'homme, donc si vous êtes en train de le voir mourir, vous ne pouvez pas le défendre. Donc, c'est parce qu'il vous a critiqué que vous ne pouvez pas le défendre. C'est comme ça le droit de l'homme. Merci. Monsieur, il ne faut pas confondre les droits de l'homme et la liberté d'un individu. Ce n'est pas parce que je fais les droits de l'homme que quelqu'un va m'insulter
va m'insulter dans son journal et je vais me mettre à le défendre. Si au moins, il s'est rapproché à moi. Maintenant, il faut taire ce débat parce que Ferdinand Aïté ne m'a pas approché pour que je sois son avocat. Il a des avocats, il ne m'a pas approché pour être son avocat. Donc, et s'il l'approche pour que je sois son avocat, je lui dirai que je ne suis pas en conscience de les défendre. Parce que... C'est juste une question de conscience. Oui, c'est une question de Au conscience. fond, vous êtes d'accord avec le principe? Oui, il doit être défendu et je suis d'accord avec lui. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un journaliste que j'apprécie, que j'admire. Il est le seul journaliste d'investigation qui sort, qui dit un certain nombre de choses, même si cela reste à prouver. Je participerai bien volontiers, j'assisterai à son, mais je ne suis pas en mesure. Par exemple, quelqu'un qui viole votre fille ou votre intimité, on le poursuit dans un autre dossier de viol et il vient vous constituer comme avocat, vous allez le défendre? C'est une question de conscience. Et je soulève la clause de conscience pour dire que je ne peux pas défendre quelqu'un qui m'a vilipendé. Maintenant, si vous ne comprenez pas, c'est votre problème, allez prendre la robe et aller le défendre. Je ne suis pas dans ce débat-là. Je n'ai pas dit que je ne l'aime pas. Je l'aime, je l'apprécie. Ce qui est certain, vous n'avez pas encore été contacté. Voilà, il ne m'a même pas contacté. S'il me contactait, je lui dirais ce que je pense. Peut-être que je peux changer d'avis par rapport à ça si il considère que ce qu'il m'a fait n'est pas bon, comme l'autre l'a fait. Je changerai mon avis, mais ne m'obligez pas à défendre quelqu'un qui a tenté, même si j'ai fait quelque chose de mauvais, ce qu'il le dit, si c'est vrai, et qu'il fait son rôle de En tout cas, journaliste. ce qu'il y a, c'est que c'est pas aussi le débat, puisque on est juste dans les projections. C'est tout. Par rapport à cette question, c'est juste des questions de Non, projection. que vos auditeurs ne reviennent pas là-dessus, parce que ça me met en Non, en fait, rogne. on a compris. Oui, On ça a me compris. met en rogne, qu'ils ne comprennent pas que je dise que je ne peux pas Mais c'est défendre votre quelqu'un droit. qui m'a C'est votre droit de. J'ai mon droit aussi. Ouais. Voilà. Il y a Sana Komla Sadou Rito qui était en ligne tantôt, qui intervient une nouvelle fois sur cette émission. Là, il dit, quand vous évoquez la question de la brasserie en pleine pandémie, il dit, est-ce que c'est l'État qui a construit la nouvelle brasserie? Ceci même, oui. J'entends les gens dire que ce n'est pas l'État qui a construit la brasserie. Je dis tout simplement que lorsqu'on a des projets de ce genre, il faut juger de leur opportunité. Même si ce n'est pas l'État qui l'a construit. Encore qu'il faille chercher. Il faut juger de leur opportunité. Est-ce que nous avons besoin d'une brasserie, même si c'est de société privée? Encore qu'on dit que pendant la pandémie du Covid, les réalisations ont cessé. Les gens font un certain nombre d'activités. Les gens donnent de l'argent pour protéger, pour fabriquer des trucs. Même si ce n'est pas le cas, je considère que la publicité qu'on fait autour des boissons, de cette brasserie, l'argent peut servir à poser un certain nombre d'actes. Il n'y a pas que le business dans un pays comme le nôtre. Il y a également l'élan du cœur, la solidarité qu'il faut respecter. Maintenant, je ne connais pas l'actionnariat de la Société nationale de brasserie. Je ne connais pas l'actionnariat. La Société nouvelle de brasserie. brasserie. Je n'ai pas cherché également à comprendre si l'État a une action du l'État. Sur la question des recommandations qui ont été formulées au niveau de Genève, il y a cette recommandation propre à la prison civile de Rebé qui avait été commentée abondamment il y a un an et il s'était agi juste de fermer cette prison. C'était un peu ça l'idée et avancée par ceux qui ont formulé la recommandation. Vous avez été dernièrement autour de cette prison. Est-ce qu'elle est toujours là, la prison? Je ne suis pas allé parce qu'il y a eu... C'est clair qu'elle n'est pas démolie. Oui, elle n'est pas démolie. Elle a été vidée. Entre-temps, le chef de l'État a gracié un certain nombre de gens pour pouvoir elle était assez bondée pour réduire un peu le nombre de la population carcérale. Elle n'est pas encore démantelée parce que, vous savez, je l'ai dit également tout à l'heure, pendant que nous devons régler le problème de survie de beaucoup de populations dans la pandémie, on ne va pas consacrer du temps pour créer une nouvelle prison. On va y arriver. Et j'ai dit tout à l'heure que dans les recommandations ont été suspendues parce qu'il y a un certain nombre de contingences, des situations imprévisibles qui sont venues se greffer
sur l'actualité, la vie de notre pays. Et cela, tous les citoyens doivent en être conscients. Déjà, qu'on l'a décongestionné en libérant un certain nombre de gens. Et également sur cette question, il y a eu un peu de débat, mais on l'a décongestionné. Sauf que avant de la démanteler, il faut se donner les moyens de créer une autre prison. J'ai appris, je n'ai pas encore fait l'investigation, qu'on est en train de refaire l'ancienne prison de Agombio pour amener une partie de la population carcérale là-bas et commencer par créer les conditions. Je n'ai pas... Mais Agombio, quand même, ça rappelle les tristes souvenirs. Oui, ça rappelle des tristes souvenirs pour moi-même, puisque mon frère y est mort. Mais j'ai appris qu'on est en train de la réfectionner pour prendre une partie de la population carcérale. Tout compte fait, au moment où je vous parle, la prison du civil de Lomé est encore là. Je n'y suis plus allé depuis le mois de mars, lorsqu'on a découvert des cas de COVID dans le milieu, je n'y suis plus allé. Question de Bertrand, à vous entendre parler, et vu la réalité sur le terrain, ne pensez-vous pas que vos actions se limitent sur papier peut-être, dans les médias seulement, mais rien de concret, puisque l'esprit du crime plane toujours dans le ciel togolais? C'est la question telle que c'est libellé. Oui, c'est une belle question, il a certainement raison, mais faut-il pour autant cesser d'occuper le terrain, de dire un certain nombre de choses? Pierre, aussi tous les Togolais, au moins la moitié des Togolais faisaient ce que toi et moi nous faisons, même dans le cadre du panel, dans les maisons, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les gens qui commettent les crimes viennent d'une famille, viennent d'une maison. Est-ce que lorsqu'ils ont fini de commettre ces crimes, ils rentrent chez eux, les gens ont le courage de leur dire la vérité? À la limite, on les supporte parce que parfois ils ramènent de l'argent à la maison pour boire. Donc, il ne suffit pas d'incriminer les gens qui s'engagent à leur risque et péril sur le terrain. Il faut que tout le monde s'engage. La question de la liberté de manifestation, de la lutte contre la torture est une question primordiale qui doit préoccuper tous les Togolais et tous les Africains de bonne volonté qui doivent s'engager. Combien de Togolais ont pu cotiser pour soutenir une association de défense des droits de l'homme? Si vous leur demandez de l'argent, ils refuseront de le faire. Et ils vont trouver l'argent pour faire des campagnes, pour mener des actions de proximité. Nous allons encore retourner voir les financiers, les investisseurs internationaux ou les bailleurs de fonds pour leur dire de nous aider à faire des campagnes de lutte contre la torture ou à rétablir la loi contre la manifestation. Les Togolais, il faut qu'ils s'engagent aussi. La critique est bien dans le milieu des Togolais, mais agir, c'est difficile. Et c'est le problème qui se pose. Nous, on fait notre part. Si chacun faisait sa part, eh bien, on évoluerait, Pierrot. Retournons au Mali avec ces revendications qui continuent d'avoir lieu par rapport à la démission du chef de l'État malien. Avant le Mali, il y avait eu les mêmes questions qui étaient posées au Togo. On en avait entendu également du côté de Conakry. Mais comment comprendre que depuis quelque temps, c'est devenu récurrent? Parce que la démocratie est en péril dans nos pays. Il y a une remise en cause du processus de démocratisation que les jeunes, dans les années 90, ont porté avec un certain nombre d'intellectuels qui aujourd'hui sont en train de passer de l'autre côté du rideau. La démocratie est en panne parce que de nouveaux visages qui étaient soit dans l'opposition ou qui étaient dans les sillages de pouvoir ont repris le pouvoir et ont considéré que ces mouvements de démocratie qui avaient cours avaient contribué à désarticuler les systèmes que leurs prédécesseurs ou que les autres avaient mis en place. Et donc devant le recul de la démocratie qu'on a réduite à des élections régulières, on s'aperçoit que ceux qui avaient les apparences de démocrates reprennent des habits de despotes éclairés et font de la réalisation, des réalisations craquantes, trompe-œil, le motif de justification de leur maintien au pouvoir. Quand on prend ce qui se fait en Guinée-Conakry, on s'aperçoit qu'Alpha Condé, qui a souffert des affres de la dictature, prend l'habit d'un dictateur, il s'impose à son peuple
du moins à une partie de son peuple, en évoquant le fait qu'il est en train de construire la Guinée nouvelle, la Guinée moderne, et que sans lui, personne ne peut le faire. Et ça, c'est regrettable. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit que la démocratie reprend la place que le besoin de développement lui avait donné dans les années 80, dans les années 70, après les coups d'État qui ont frappé les pertes des indépendances. On préfère dire, nous voulons donner à manger à nos populations, nous voulons leur donner des routes, leur donner de l'électricité, leur donner de l'eau, et puis lorsqu'on va organiser des élections, et que nous allons financer nous-mêmes, que nous allons, à coup de campagne médiatique, et ça suffit pour qu'on nous réélise, ça suffit pour faire croire que nous sommes en train de faire la démocratie. Ce n'est pas ça. Donc il y a un recul démocratique dans nos pays sur lequel il faut réfléchir. Mais la question, c'est de savoir qui en est l'auteur. Quels sont les responsables de ces reculs-là? C'est les oppositions politiques en Afrique qui parfois manquent de consistance dans leur fonctionnement, dans leur programme, qui n'ont pas de réponse appropriée et assez convaincante à donner au pouvoir en place. Et ensuite, c'est la popularisation des populations aujourd'hui qui vivent dans la précarité et qui se contentent des miettes qu'on leur jette. Et comme ça, ils se contentent et ils se désintéressent de la chose politique. Et aujourd'hui, on peut comprendre que le vote d'un citoyen coûte un sac de riz ou une enveloppe de 10 000 francs. Est-ce qu'on peut construire la démocratie dans ces conditions? Non. Et vous voyez que ça se duplique dans beaucoup de pays et que les intellectuels préfèrent s'aligner pour se remplir la panse que de porter des convictions qui étaient les leurs et qu'ils ont perdues. Voilà, c'est votre conclusion, c'est la conclusion de cette émission, puisque la situation démocratique qui est quelque peu difficile au Mali, elle est aussi difficile en Côte d'Ivoire comme en Ouganda. Comme je l'ai évoqué en introduction, là-bas en Ouganda, le président Yoweri Museveni est candidat pour un 6e mandat. Cette émission, elle s'achève. Merci à Maître Sylvain Atto-Mensang, président de Panel Watch, avocat au barreau de l'Obéo du Togo et ancien membre de la CNDH. L'émission va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Malik Freitas, merci d'être resté à la technique. Moi, je suis Pierrot Atiobé. À dimanche prochain. Au revoir. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.